Allons-y, c'est parti. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci de m'avoir invité ici aujourd'hui. Je vais vous parler de l'article que j'ai rédigé pour Gestion agricole du Canada au sujet de la gestion stratégique en agriculture. Bon, alors allons-y maintenant. Alors, l'article s'intitulait Strategic Management euh, et également la relation qui existe entre la gestion stratégique et la réussite. Je vais vous dire pourquoi il y a eu cette étude-là. Alors, j'ai commencé lorsque j'étais au Conseil de gestion agricole du Canada et je voulais procéder à cette étude pour diverses raisons. Et on entend souvent dire que les améliorations des pratiques exemplaires de gestion ne donnent pas nécessairement des profits. Moi, je me suis dit, ah, vraiment? Et on a essayé aussi d'analyser la gestion sous divers angles. On demande souvent d'avoir une maîtrise euh, euh, dans le domaine des affaires. Alors, ça révèle beaucoup au sujet de notre industrie. C'est qu'on pense qu'il y a une relation entre la capacité de gestion et la réussite. Mais personnellement, je peux dire que j'ai souvent entendu parler de BMP en anglais, c'est-à-dire pratique exemplaire en gestion, et c'est pas très précis, vous savez parce que les pratiques sont exemplaires seulement dans certaines situations où le marché est très bon. Alors, lorsqu'on parle de euh, gestion stratégique, ça, c'est une autre paire de manches. Alors, je vais résumer rapidement ma présentation et vous dire un peu ce qu'il y a dans l'étude. Et ensuite, Stacy va pouvoir vous parler de son expérience à elle et à son mari Chad lorsqu'ils ont suivi les cours du Programme canadien d'excellence totale en gestion agricole et du Programme national de leadership agricole. Alors, c'est quoi que la gestion stratégique? Il y a toutes sortes de définitions qui se ressemblent. Et moi, je souligne certains points. Et cette gestion stratégique qui est à l'écran vient de Indeed, qui est une société. Vous pouvez lire ce qu'il en est. Je ne vais pas lire la définition. Ce qui est de plus important ici, c'est qu'il y a trois composantes dans le cas de gestion stratégique. Bon, alors je ne sais pas si j'ai raison ou non, mais d'après moi, il y a trois composantes. Alors, on commence par un plan. C'est très important d'avoir un plan écrit qui a des objectifs mesurables qui sont fondés sur des facteurs externes, par exemple le marché, le climat, et des facteurs internes, par exemple la production, le marketing et les finances. Donc, ça, ce sont des facteurs dont il faut prendre en compte lorsqu'on écrit un plan écrit. Deuxièmement, il faut avoir des systèmes qui évaluent constamment le rendement interne des données et les données environnementales externes et comparent ça à la capacité que vous avez d'arriver à vos objectifs. Et ensuite, il faut euh, changer ou ajuster les, ce qu'il y a aussi. Et puis, si vous avez un plan, par exemple, EG en anglais, ça veut dire par exemple, parce que tout ne doit pas y figurer, ce sont juste des exemples que je vous donne ici. Alors, c'est juste un exemple que je vous donne. Alors, lorsqu'on a un plan, moi, j'aime bien faire un plan de façon manuelle. Je l'écris à la main
Et ensuite, je peux tenir compte du rendement, du coût, des objectifs de profit qui sont déterminés par des facteurs externes, que ce soit le prix du marché, le temps, les maladies et aussi des facteurs internes, par exemple la production et les processus de marketing. Ensuite, vous mesurez les forces externes attendues, c'est-à-dire prix de marché, précipitations, chaleur, humidité, et vous voyez si les processus internes sont bien appliqués. Sinon, dans le processus de gestion stratégique, il faut apporter des modifications au plan. Alors, par exemple, vous n'appliquez pas de pesticides, vous pouvez changer l'application de fertilisants, vous pouvez aussi changer la stratégie d'alimentation, vous pouvez acheter des aliments différents aussi. Et il y a le prix du soja, du blé, du canola qui entre en ligne de compte. Donc, le plan est alors rédigé et je pense que si on n'a pas de plan écrit, on n'a pas vraiment de plan. D'après moi, c'est le cas. Bon, il n'y a pas de plan s'il n'est pas rédigé. Et il faut donc tenir compte d'un certain nombre de facteurs, c'est-à-dire comment on gère les personnes, la production, les activités, le rendement, le coût, le marché, le marketing, les investissements, les finances, et comment on mesure les outils qui sont utilisés, les processus utilisés dans la prise de décision et les risques que vous prenez. Alors, en gros, c'est ça la gestion stratégique. Alors, moi, j'ai travaillé avec toutes sortes de professeurs dans le domaine des affaires. Et puis, ce que je vous ai dit, ça résume assez bien ce qu'on y trouve. Alors, lorsqu'on voit la documentation scientifique, on se rend compte que la réussite, ça veut dire des profits, n'est-ce pas? Mais on peut se poser la question, on sait que les agriculteurs, comme dans le cas d'autres entreprises, ont des objectifs qui sont autres que les profits. Moi, j'ai appris ça lorsque j'ai étudié pour mon doctorat. Mais Mais cette réussite ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Et souvent, on ne peut pas mesurer la réussite. Et souvent, il y a une corrélation avec les profits. Par exemple, si on a l'objectif d'avoir un équilibre vie professionnelle, travail, c'est très difficile. Et donc, si vous avez une exploitation qui fonctionne bien, évidemment, ça aide, n'est-ce pas? Attendez 2 minutes que je retrouve ma diapo. Alors, si vous voulez faire une contribution à la communauté locale, bon, c'est bien, mais il faut payer les factures. Donc, les profits sont mesurables. Mais il y a aussi une corrélation avec un certain nombre d'éléments qui sont importants pour les gens. Bon, attendez, excusez-moi, je vais rapetisser tout ça pour que je puisse lire. Allons-y, c'est parti. La première chose, lorsqu'on regarde la documentation qu'il y a à ce sujet-là, il y a beaucoup de variations dans les profits en fonction du type d'exploitation agricole. Et j'ai vu ça depuis des années. Alors, nous avons fait une étude il y a 2 ans où, par exemple, dans le cas de ici pour Martin Janssen, nous avions 1176 exploitations de céréales et euh,
au Manitoba, 2016-2007, la même période, la même région géographique. Et pourtant, 25% avant les profits provenant des impôts, c'était de 315 590 à 1 million pour les revenus. Donc, dans le cas de ce qui était moins profitable, c'était 25% avec des pertes de 160 900 $. Deuxième cas, donc on voit ici il y a des variations, des écarts. Alors, dans le deuxième cas, il y avait 992 exploitations laitières en Ontario, même période, même industrie, même région géographique. Mais là, de nouveau, il y avait 269 460 avec 1 million de revenus dans un cas. Et dans le cas où il y avait le moins de profit, il y avait avant l'impôt des pertes de 149 600 $. Donc, on voit que dans certains cas, il y a des profits, d'autres cas, il y a des pertes. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de variations. Et je pense que ce n'est pas un hasard ici, c'est dû à des choix de gestion, si on veut. C'est la même chose dans le cas d'autres bases de données. Alors, moi, j'ai pris des données d'Indiana, Illinois, Nebraska, Minnesota, et là encore, il y avait beaucoup de variations. Et il y avait aussi beaucoup de dossiers et toujours on constate la même chose. Alors, à Kansas, il y avait une base de données. On avait à étudier 453 exploitations céréalières qui avaient en moyenne un revenu net par acre de 70 $ de 2005 à 2014. Ça, c'est l'étude de Maurice et autres. Mais il y avait une variation de 67% dans cet échantillonnage. Donc, ça allait de moins 27 dollars 30 cents à 167 dollars 30 cents. Alors, c'est quand même assez curieux. C'est à peu près le même écart qu'on constate avec le cas du Canada. Et pourquoi ça se passe? Alors, Morris et ses collègues ont essayé de voir pourquoi. Et lorsqu'il y avait beaucoup de profits, on arrivait à des prix qui étaient supérieurs à la moyenne, des rendements qui étaient supérieurs à la moyenne. Il y avait moins de coûts d'intrants et moins de coûts pour ce qui est de la machinerie, de l'équipement. Et les exploitations qui n'étaient pas profitables avaient des prix moins élevés, des rendements moins élevés, des coûts d'intrants plus élevés et des coûts pour l'équipement plus élevés. Et on voit que la différence entre ce qui était en haut et en bas était de 25% des fermes et ça représente à peu près 100% pour ce qui est des profits. Alors, il y a toutes sortes de données qui existent. Dans le cas de Illinois, alors Brad Zwilling a analysé la base de données agricole entre 2010 et 2020 et il a distingué les exploitations profitables de celles qui ne l'étaient pas. Alors là où il y avait plus de profits, ça venait du fait qu'il y avait des rendements plus élevés, mais les revenus étaient plus grands et plus que les rendements. Donc, il y avait un bon marketing. Alors, aux États-Unis, il y a aussi la question des subventions, mais ça, c'est une autre histoire. Et les profits venaient surtout lorsque les coûts par acre des cultures et de la machinerie étaient inférieurs, étaient moins grands. Également, le tiers supérieur avait des rendements de gestion de 256 par acre qui étaient plus élevés que ce qui était au bas, c'est-à-dire le tiers qui se situait au bas. Et ce que j'ai vu dans cette étude-là et que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai posé la question,
Alors, est-ce que les mêmes exploitations agricoles qui étaient dans le supérieur. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des variations année après année, c'est-à-dire que si on était au niveau supérieur, cela ne voulait pas dire qu'on n'était pas à un niveau inférieur une autre année. Mais en tout cas, je peux dire que la bonne gestion est payante. Dernier point maintenant, c'est une évaluation longitudinale qu'on a fait pour notre programme canadien d'excellence totale en gestion agricole. Alors, notre programme, c'est TEAM et donc un mini-programme de maîtrise en affaires pour les agriculteurs. Mais on s'est rendu compte euh, qu'il n'y avait pas vraiment de différence. Et on s'est rendu compte qu'est-ce que ça avait apporté comme différence dans les activités à la ferme. Alors, c'est une étude très longue, il y a beaucoup de détails. Mais des années après que les agriculteurs ont suivi le programme STEAM, ils se sont rendus compte qu'il y avait des améliorations dans les résultats au bout de 3 ans, c'est-à-dire qu'il y avait des avantages financiers, il y avait une amélioration des profits, également des avantages sur le plan organisationnel. Alors, cela veut dire que dans toutes les activités, il y avait une amélioration de l'efficacité pour ce qui est de la structure des affaires. Bon, la prise de décision se faisait mieux aussi, mais également, il y a un autre point qui m'a surpris parce qu'on ne met vraiment pas l'accent sur le côté psychologique, c'est qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait d'énormes avantages sur le plan personnel, c'est-à-dire qu'il y avait une plus grande capacité du participant qui avait suivi le cours à mieux gérer, avait une plus grande confiance dans leur prise de décision, améliorer leur capacité au leadership, améliorer également la capacité à communiquer, améliorer aussi la dynamique qui se situe dans la famille, améliorer aussi la santé mentale et alléger le stress. Donc, si vous voulez avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en tout cas, le programme semble aider. Également, on a parlé aussi du rendement du capital investi et on a demandé aux participants ce qu'il en était. Et comme vous pouvez voir, d'après les résultats qu'on a aussi, c'est que le plus grand nombre de participants ont dit à plus que 100%. Et puis, c'est difficile en fait de calculer le rendement du capital investi moyen, mais la plupart des participants disaient que, euh, euh, qu'il y avait une amélioration. Mais on s'est posé la question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vraiment mesurer le rendement du capital investi? Et je pense qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir pour comprendre ce qu'il en est. Parce que si on fait un investissement de 100 dollars et puis on a un rendement de 100 dollars, bah, ça donne quoi au juste? Mais si on a 160 dollars, à ce moment-là, il y a un rendement du capital qui est de 60 dollars. Donc, en fait, ça sera toujours au-dessus de zéro pour la plupart des gens. Et donc, lorsqu'on y réfléchit bien, c'est difficile d'évaluer parce qu'il faut voir quel est le coût de formation aussi. Et donc, 100% et plus, je crois que c'est assez réaliste. Donc, nos conclusions de l'étude sont ce que vous voyez à l'écran.
la documentation scientifique et notre expérience prouve aussi, et moi j'ai travaillé avec des personnes comme Chad et Stacy, et je peux vous dire que c'est assez clair. C'est que pour bon nombre de personnes, s'il y a une bonne formation et qu'ils appliquent ce qu'ils ont appris, eh bien, les pratiques de gestion donnent des profits et c'est facile de voir qu'il y a une amélioration à 100%. Et je ne dis pas ça parce que, bon, je participe au CTEAM. Non. Je vois que ce programme euh, donne lieu à de très bons résultats rapidement. Et également, l'investissement dans la formation de la gestion améliore les pratiques à la ferme. Alors, c'est un résumé de ce qu'on a trouvé dans notre étude. Maintenant, je vais céder la parole à Stacy et je vais arrêter de partager mon écran. Allons-y. Très bien, Stacy. Ou je vais m'arrêter tout de suite pour voir s'il y a des questions ou est-ce qu'on continue? On n'a pas de questions dans le clavardage. Alors, je vous invite à poser des questions, des connards. Alors, j'ai un commentaire de Jeannette qui dit, c'est fou, je pourrais passer des heures à écouter ce que Larry a à dire. Alors, Jeannette m'a déjà écouté pendant des heures et des heures. Donc, j'ai hâte de voir ce que Stacy a à dire. Alors, dites-moi, euh, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez changé à la suite de ce programme de formation? Je crois qu'on a tout changé, tout. Bon, ça fait longtemps que j'ai suivi le cours de CTEAM, de CTEAM, Programme canadien d'excellence totale en gestion agricole, mais ce qu'on a changé, c'est surtout notre façon de penser parce qu'on pensait que tout le monde pensait comme nous. Alors, on avait une façon de voir le problème sans vraiment voir ce qu'il en était. Et puis, on s'est rendu compte que tout le monde pensait de façon différente et ça a été très utile pour nous. Et également, ce que le CTEAM a fait, c'est que ça nous a donné une structure, parce qu'on a toujours fait des plans, mais on a pu mettre ce plan dans une structure. Et on a modifié le plan en fonction de nos activités. Alors maintenant, nous avons un plan détaillé et un processus détaillé que nous suivons. Alors, elle a suivi un ou deux de nos cours, mais aussi elle n'a pas fait faillite depuis qu'elle a suivi les programmes. Ça, c'est bon signe, c'est vrai. Bon, écoutez, lorsqu'on a d'abord suivi les CTEM, alors on a procédé aussi à une certaine relève et puis on est arrivé à une certaine maturité. Et ça, c'est une grande partie de ce que nous faisons. Nous faisons le nécessaire parce que nous avons le financement. Voilà. Alors, quand on a commencé, quand on a examiné le programme de la relève, bon, au début, on utilisait donc un crédit à court terme. Mais bon, c'était pas faisable étant donné la taille de notre opération. Alors, avec le bon financement, ayant donc pouvoir attirer le créancier, bon, vu qu'on avait une bonne planification, on a pu montrer le tout. On peut maintenant faire le nécessaire. Et tout cela a un impact important sur la planification et sur l'exécution du plan. Oui, je vais en revenir. Parlons un petit peu de la croissance. Comment est-ce que votre opération a changé? Quand est-ce qu'avez-vous suivi le cours de C-Team? Alors, on a fait ça en 2015-2016.
Et en 2016, deuxième partie de l'année, on a pu finaliser notre plan de relève. Et donc, c'était donc une capacité de 8000 têtes. On a donc des troupeaux pas mal importants et on fait de la récolte. La plupart, c'est pour les fourrages, pour le bétail. Mais à l'époque, en fait, j'ai perdu la question. C'était quoi la question, Larry? Comment avez-vous donc fait croître les affaires? Alors, quand les voisins se déplacent là dans les alentours, peut-être qu'ils vont pas voir une différence, hein, mais on est à 500% plus important dans les actifs qu'on l'était avant. Avant, on avait plein de terrains loués, maintenant on est propriétaire et donc on a fait croître cette superficie. Aussi, nous avons eu des partenaires avec des collègues de l'industrie qui nous a ouvert des portes, ça aussi. Oui, j'ai fait une étude de cas là-dessus en fait et on a plein de statistiques là-dessus. Oui, c'est bien ça. Alors, nous avons beaucoup fait croître l'entreprise. Nous avons donc plus d'employés maintenant aussi. Et tout ça, c'est fait donc du côté financier en coulisses. À parler un petit peu plus, s'il vous plaît, du pourquoi. À l'époque, quand vous avez suivi le programme, vous aviez beaucoup de problèmes avec le financement, hein. Pourquoi est-ce le cas que les gens veulent vous donner de l'argent maintenant? Eh bien, nous avons une bonne idée de notre parcours. C-Team fait partie de tout cela. Bon, de C-Team, on a pu tirer des leçons, on a clarifié nos valeurs. Derrière moi, vous voyez nos valeurs ici sur le mur. Et à partir de tout ça, quand on fait la planification stratégique, on s'assure que tout s'aligne avec ces valeurs. Et cela nous a aidé avec la cohérence de notre croissance. On a pu vraiment choisir ce qui est important pour nous et ce qui aura un impact sur l'entreprise. Et avec le temps, bon, on voit qu'il y a de plus en plus d'opportunités. Les opportunités qui nous arrivent comme ça rapidement est beaucoup plus important. Et donc, cela nous a vraiment aidé à nous concentrer sur le nécessaire, ce qui est logique pour les affaires. Et ça fait une grande partie de ce que nous avons fait. Une fois, vous avez parlé de cela quand vous avez commencé à mettre ces genres de choses au mur. Quelqu'un a vu ça et immédiatement, c'était une bonne première impression, n'est-ce pas? Oui, cela a certainement aidé, mais en fait, on a pu vraiment éclaircir les choses et bien articuler notre voie devant nous, ce que nous aimerions accomplir. Et vu qu'on a la planification financière, on peut montrer tout ça sur papier. J'offre tout ça, un document à quelqu'un, ce que je rédige moi-même. Et tout ça sur papier, on montre dans un an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que nous allons faire. Bon, le marché, c'est variable, on le sait, avec le bétail. Et cette année, finalement, on arrive à un point là où les choses sont fructueuses. Mais au cours des 10 dernières années, ça a été très difficile. Mais en tout cas, avec toute cette planification, on a pu montrer que ce que nous faisons, même si ça se fait petit à petit, ça fonctionne bien. Et les gens, donc, sont d'accord avec nous et sont devenus des partenaires avec nous. Oui, en fait, il y a eu beaucoup de changements la semaine passée, même avec le marché de bétail, hein. Ben oui, ça touche notre capacité de même de bien dormir la nuit. En tout cas. Parler un petit peu plus de ces grands changements. Oui, alors, la gestion de gens, bon, du personnel, c'est très difficile pour nous. Et c'est une des raisons pour laquelle on s'est présenté au cours de leadership. Parce que pour nous, bon, on s'est toujours concentré sur la production. Et ça, c'est notre force. La gestion financière, ça, c'est amusant pour moi, hein. Alors ça, c'est facile. Mais la gestion du personnel, ça, c'est difficile. Mais cela étant dit, on a toujours eu une équipe avec nous. Et dans l'achat de la ferme du papa et des oncles de Chad, bon, on savait qu'on ne voulait pas être des propriétaires
nous-mêmes seulement. On voulait pouvoir faire autre chose avec notre temps. On voulait aussi avoir une grande opération. Alors, on voulait toujours travailler avec des gens. Alors, la question, comment apprendre, comment traiter ces gens de la bonne façon, comme ça, on peut accomplir et atteindre nos objectifs. Alors, en partie, on a dû apprendre comment faire tout ça. Et ça sera une chose qui sera de l'apprentissage pour toujours. Alors, nous semblons donc continuer et nous améliorons les choses vis-à-vis de la culture. Alors, nous avons quatre points stratégiques que nous avons établis durant l'hiver. Et c'est une des choses, c'est la culture à la ferme. Et en dessous, on a des sous-groupes, des choses que nous essayons de faire pour créer la culture que nous essayons d'avoir. Mais nous voulons avoir cette intention d'avoir la culture où les gens se sentent accueillis, là où nous avons l'acceptation à long terme et là où les gens soient donc euh, excités d'être là. Et dans des parties, on a des réussites, mais certainement, on a des défis au cours de tout ça. Une chose que j'entends dire souvent, c'est ils ne peuvent pas donc s'éloigner de leurs affaires. Et je crois que vous avez dit ça au début. Mais moi, je me rappelle que vous avez pu même le faire, vous éloigner des affaires. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce qui s'est passé là? Oui, absolument. Quand on avait commencé, bah, on ne quittait pas. On était ici toujours, bien qu'on avait des employés. Bon, c'était des employés qui faisaient des tâches, mais ils avaient besoin de nous pour qu'on puisse faire notre travail. Mais durant l'été, mon mari et moi, nous avons passé 10 jours à Cap-Breton. On était là, on a monté des chevaux et on est revenu et tout était en bon ordre. Alors, nous avons de bonnes personnes en place et je crois qu'on leur a donné les outils dont ils ont besoin, la responsabilité, la marge de manœuvre dont ils ont besoin pour qu'ils puissent prendre les décisions nécessaires. Alors ça a été un travail en progrès d'avoir les bonnes personnes dans les bonnes places. Et bon, je suis très heureuse. Les gens restent en moyenne pendant 10 ans. Alors nous avons des nouvelles gens ici, car nous avons créé de nouveaux postes, mais la plupart des gens sont ici depuis plus de 10 ans et ils font du très bon travail. Alors en partie, c'est que, bon, il faut être très ouvert avec eux. Tout le monde est bien au courant de là où on s'en va. Peut-être on rentre pas dans tous les détails financiers, tous les détails du plan stratégique, mais tout le monde connaît bien leur partie dans ce plan. On a des réunions du personnel, comme ça on peut soulever des inquiétudes. On a fait beaucoup d'efforts pour qu'on crée une bonne création, une bonne culture. On a un barbecue qui s'en vient ensemble et on aura donc cette réunion et ça sera donc formidable. Alors, on a ces genres des activités, comme ça les gens ont l'impression qu'ils appartiennent. Vous avez reçu combien d'appels téléphoniques quand vous étiez au Cap-Breton? Bon, peut-être un couple d'appels, mais c'est parce que récemment, on s'est certifié avec l'Union européenne et on a envoyé euh, notre premier chargement en Europe et les gens ne savaient pas quoi faire. Mais c'est pour ça qu'on a eu un appel téléphonique. Mais en tout cas, alors c'était une bonne chose, ça. Oui, oui, oui. Tout cela faisait partie de notre plan stratégique. Très bien. Félicitations, je ne savais pas. Alors, vous avez cette confiance que je vois, hein. Et cette première question, peut-être on le connaît déjà la réponse, mais quelles sont vos expériences avec ces cours? Comment est-ce que cela a touché votre confiance? Ah, certainement, ça a beaucoup aidé. Nous avons toujours eu cette attitude bon, oui, qu'on savait quoi faire. Mais certainement, il y a eu des moments dans notre parcours où le comment semblait très difficile. Et dans l'éventualité, on savait qu'on arriverait, mais c'était très difficile et on avait l'impression qu'on était à quatre pattes. Mais globalement, je dirais que
On sait qu'on peut le faire. Peut-être on connaît pas tous les détails maintenant, mais on va pouvoir s'en sortir. Et alors, le cours nous a beaucoup aidé avec notre confiance. Très bien, nous allons revenir à cette question de bien dormir la nuit. Maintenant, vous êtes à 50% plus important, plus grand, beaucoup plus d'actifs. Comment c'est maintenant comparé à avant? Alors, pour ce qui est du sommeil la nuit, j'ai vraiment pas de problème. Bon, habituellement, ce qui nous perturbe, c'est donc les intempéries. Bon, le printemps dernier, bon, il y avait donc un feu de forêt qui m'a resté éveillé, qui m'a forcé à rester éveillé la nuit. Alors, bien que on est à 100% bon couvert, bon, on perd un peu de sommeil et on n'aurait même pas pu faire autre chose. Mais il se préoccupait de cette opportunité perdue qui était peut-être jamais là. Mais pour ce qui est du côté financier, ce qui nous reste éveillé à la nuit, bon, il n'y a pas grand-chose. Même si on a plus de risques maintenant qu'on avait avant, beaucoup plus d'argent à risque maintenant. Mais on a tout un bon processus pour protéger, pour ça. Alors, je dors bien la nuit. Il s'agit tout simplement d'aller au travail, faire le nécessaire. Non, je ne perds pas de sommeil à cause du personnel non plus. Je suis convaincu que même dans ces situations difficiles, que si on n'a pas la bonne réponse maintenant, bon, on va y arriver. Si j'ai une conversation avec quelqu'un et je fais quelque chose qui n'est pas bon, bon, je vais peut-être réparer les choses. Je vais pouvoir réparer les choses le lendemain. Alors, les choses qui nous restent éveillées, bon, c'est les intempéries et le travail même. Derek a posé la question là, mais c'était pertinent pour ce que vous avez dit. Est-ce que vous protégez tout ou est-ce que vous avez plusieurs instruments? Oui, nous avons plusieurs. Nous avons l'assurance pour le bétail qu'on a en Alberta. Nous utilisons des futures et options pour la devise. Mais pour l'instant, n'a pas de couverture pour les grains, juste parce que je peux acheter l'orge au niveau local. Mais oui, on a une bonne couverture pour atténuer le risque. Et aussi des échanges de taux d'intérêt. Ça aide aussi. Dernière question. C'est pas dans la liste. Qu'est-ce que vous allez faire à l'avenir? Bon, ça dépend de à quel point là. Dans les prochaines 2 années, nous avons nos quatre piliers stratégiques. Nous avons élaboré ce plan en décembre et j'ai l'impression que bon, ça nous donne 2 ans pour pouvoir finir avec le plan. Et on est maintenant à la troisième version d'un plan stratégique. Alors, les 2 prochaines années sont établies, sauf s'il y a une opportunité qui nous apparaît. Et au-delà de cela, bon, les enfants ont 5 ans, 12 ans, 5 ans à 12 ans, alors très jeunes. Alors, je n'aurai pas ce rôle que j'ai maintenant pendant toujours. Dans l'évolution, on est passé de mettre sur le terrain, dans la production, et en février, j'ai embauché quelqu'un pour faire mon travail. Alors, bon, quelqu'un m'a demandé quel était mon titre, et je ne sais plus là. Mais à l'avenir, il s'agit de se réinventer. Qu'est-ce que nous voulons faire comme prochaine étape? Voilà toutes mes questions, Heather. Très bien, parce que moi aussi j'ai des questions. Alors commençons. Une question pour Larry. Calcul de rentabilité, est-ce que ça se fait après ou avant de couvrir les dettes? Une question là pour les deux. Karen demande, pouvez-vous élaborer un petit peu plus sur les bonnes pratiques de gestion? Bon, Larry, qu'avez-vous vu?
dans vos expériences? Et Stacy, quelles sont les astuces que vous avez pu obtenir? Peut-être pas les meilleures pratiques de gestion, mais les pratiques de gestion. Tout d'abord, je vais répondre pour revenir à la première question. Oui, on fait des calculs de plusieurs façons. Bon, les profits d'opération et les profits globaux. Alors, j'ai répondu à la question rapidement. Je vous ai présenté les chiffres et il s'agit de coûts nets pour répondre à la question. Très bien. Alors, la question, encore une fois, pouvez-vous élaborer sur les bonnes pratiques de gestion? Stacy, Larry, si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Très bien. Pour moi, pratique de gestion clé, eh bien, il ne faut pas oublier la production. Les pratiques de production doivent représenter les bases des affaires. Alors ça vient en premier. Et pourvu que nous avons la production, eh bien, au-delà de cela, il s'agit de s'assurer que les pratiques euh, financières sont bien en place. Si on n'a pas surtout si on n'a pas de gain. Et une des choses les plus importantes, il s'agit de surveiller le liquide. Alors, nous, on travaille chaque mois à surveiller tout ça. Alors, les retours et les fermetures des enclos, c'est une chose que nous suivons de près. Et une fois qu'on a la production côté financier fait, prochaine étape, ça serait le personnel. Il faudrait s'assurer que nous faisons des évaluations des employés, qu'on travaille avec notre personnel. Peut-être que j'ai raté quelque chose, mais peut-être ça, c'est les choses les plus importantes. J'ajouterais qu'une des pratiques utilisées, c'est de passer par le processus stratégique et de suivre le plan. Ça, c'est fort important. Nous, on a passé un jour et on est arrivé ici au lieu d'aller en Alberta. Et le fait qu'ils ont passé en revue leur progrès sur plein de points, ils ont posé les bonnes questions. Bon, où sont les forces, les faiblesses et tout ça. Moi, j'aime me concentrer sur les fonctionnalités des affaires, les forces, les faiblesses dans les ressources humaines, dans les opérations. Et on a traité de ces questions, on a répondu à ces questions. Et vous avez entendu ce qu'elle a dit, hein? Il faut faire le plan stratégique, mais il faut également suivre, il faut mettre en œuvre ce plan. Bah, pourvu qu'il y a quelque chose comme s'il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Alors, ça, c'était fort important, ça aussi. Oui, j'avoue, hein, parce que maintenant que nous avons notre plan stratégique en place, ce que je vois, c'est que, bon, on a nos quatre parties principales et ensuite, nous avons plein de picots sous chaque point principal. Et ça aussi, c'est affiché au mur. Parce que chaque fois, quand je les vois, bon, en fait, tous les jours, c'est pas caché dans l'ordinateur. Ben, comme ça, c'est en premier plan. Alors, on a la production, côté financier, ressources humaines, tout ça, ça fait partie du plan. Alors, on veut que ça soit donc en premier plan pour nous. Et ça, c'est très important. J'aime bien cette idée. Moi aussi, je suis une des personnes que quand on ne voit pas quelque chose, on n'y songe même pas. Alors, d'avoir tout ça devant nous, gestion, tout ça, ça, c'est clé. Si je crois que vous avez bien aussi dit qu'il faut prendre le temps de écrire tout ça et d'avoir des réunions du personnel. Non seulement pour le côté de la production, mais aussi des côtés des affaires. Quelles sont les décisions prises? Que devons-nous faire? Et bon, vous avez parlé de ces réunions du personnel que nous avons tous. Oui, quand vous dites donc de façon régulière, c'est à quelle fréquence? Alors, réunion toutes les 2 semaines. Et maintenant, vu que nous avons embauché
un vérificateur financier, nous avons mis en œuvre donc une réunion chaque semaine. Et vous faites une évaluation trimestrielle aussi? Non. En fait, on fait des évaluations trimestrielles qui sont précis. Moi, je fais un pour le magasin, mais pour l'entretien. Bon, c'est pas donc une réunion fixe, mais bon, vu que notre parc d'engraissement est petit, c'est cyclique. Nous faisons des coups de gain et de fermeture d'enclos périodiques. Très bien. Désolé, Heather, allez-y. Non, 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 ne vous excusez pas, c'est bon, ce sont de bonnes questions. Alors, en parlant du personnel, Jeannette a posé une question à Stacy. Avez-vous une liste de ce que vous avez fait pour améliorer la gestion du personnel? Bon, vous avez mentionné quelques points, mais pouvez-vous parler un petit peu plus de cela? Si vous aviez donc une liste, ça pourrait nous aider. Bon, j'ai pas une liste fixe, mais il faut que ça soit donc une concentration des affaires. Il faut être conscient de ce qu'est la culture. Vu que nous avons toujours eu une grande équipe, et bon, avant, c'était pas une des choses sur lesquelles on s'est concentré. Alors, on a dû faire ça consciemment, de changer la culture, de s'assurer que les gens soient tenus pour responsables, mais pas de blâmer les gens, hein, c'était peut-être une chose qu'on faisait avant. Alors maintenant, on est conscient d'avoir ces réunions du personnel, comme ça, les gens sont toujours là, présents. On veut donc se divertir ensemble. Bon, on fait pas chaque mois ça, mais que ce soit même un lunch au magasin. On fait bon des séances de lunch et apprentissage où on invite des invités, quelqu'un qui nous parle de la nutrition ou et alors on veut que les gens puissent participer parce que nous avons plein d'équipes. Alors on rassemble les gens pour qu'ils puissent comprendre ce que les autres font. Comme ça, on ne concentre pas tout simplement sur notre propre dossier. Et la plus grande chose pour Chad et moi, ça a été de vraiment donc travailler et de parler avec les gens. Bon, la production et financier, c'est plutôt notre chose. Alors, des fois, c'est facile de se concentrer seulement sur nos affaires et de ne pas participer avec aux autres. Mais on se pousse vraiment à travailler avec tout le monde. Bon, on a passé par tout ça. Il y a eu plein de gens qui sont là depuis longtemps. Il y avait des gens qui ont commencé comme étudiants dans notre sous-sol. Alors, on a vraiment dû donc créer cette culture de famille au travail. Mais ça veut dire que nous, on veut aussi dédier aussi un peu de temps pour notre famille. Mais on veut s'assurer que tout le monde a l'impression qu'ils sont là et ils participent. Oui, un des aspects de votre déclaration de vision, c'est que c'est une place où les enfants, où vos employés et les enfants des employés veulent revenir. Oui, il s'agit de plantes, animaux et personnes. Je n'ai pas parlé du côté de la production, mais oui, nous avons une concentration sur la régénération pour le bétail et pour le fumier. Il était important que les animaux qu'on prend bien soin d'eux et aussi qu'on fait la même chose pour le personnel. Quand on ne peut pas donc nettoyer les enclos à l'heure et le bétail souffre. Mais si je vois le personnel qui souffre aussi, bon, il faut que chaque partie euh, euh, se met ensemble, comme ça tout le monde se porte bien. Merci beaucoup pour la réponse. Georges demande, avez-vous des descriptions d'emplois écrits pour les employés? Et question, combien d'employés avez-vous? On est un groupe de 20. On a des gens qui travaillent de façon saisonnière. Mais la plupart des gens, oui, il y a donc une description écrite, mais il y a certains travailleurs qui n'en ont pas. Mais pour les gens clés, oui. Très bien. Et George, si vous avez des questions de suivi, allez-y, hein. Moi, j'ai une autre question de Carla.
Carla, quels sont les outils que vous utilisez pour suivre les résultats de production et la gestion de risque? Y a-t-il un logiciel précis ou avez-vous créé un vous-même? Alors, pour la récolte, nous avons utilisé le crédit agricole. Bon, on utilise Excel aussi pour faire tout ça. Du côté du bétail, on a Linus 7 comme logiciel pour la gestion de risque. Et nous avons donc un logiciel qui nous aide avec les gains de coûts et pour donc suivre l'alimentation. Et pour le côté financier, ce sont des calculs qu'on fait nous-mêmes. Et il y a une autre chose sur les pratiques de gestion. Il s'agit de questions de mesure, mesure, mesure. Et si ça n'existe pas, il faut le créer, hein, c'est ça? Bon, si vous n'avez pas l'outil qui existe, vous pouvez le créer vous-même. Il n'y a plus d'autres questions dans le chat, alors je vais en poser une. Vous avez dit que vous avez embauché quelqu'un pour vous remplacer, mais quel était votre emploi avant? Vous avez dit que vous n'aviez pas de titre de poste, mais qu'avez-vous fait pour donc refiler ce travail à quelqu'un d'autre? Parce que moi, je trouve que la délégation, c'est une chose qui est très difficile à faire. Alors, le fait de donner tout ce travail à quelqu'un d'autre, comment est-ce que ça s'est passé? Bon, ça a beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. La description de mon emploi, c'était tout plus être chef des finances. Alors, une grande partie de la gestion de l'inventaire, bon, j'ai pu donc refiler cela à quelqu'un d'autre. Et oui, on a peur de le faire parce que là, maintenant, je reçois des rapports au lieu de faire moi-même. Et moi, je dois poser des questions. Et bon, quelqu'un m'appelle un vendeur et me dit, qu'en est-il de ceci ou de cela? Et je dois lui répondre, je ne sais pas, je vais devoir me renseigner. Tandis que avant, je savais tout, surtout avant. Alors oui, c'est effrayant un petit peu. Mais cela m'a aussi permis de revenir à mon livret de notes pour voir tous les projets qu'on voulait accomplir, les projets qu'on n'avait pas le temps de faire. Et on avait ces idées, on devrait faire ceci ou cela. Et on s'est dit, bah oui, c'est une bonne chose, mais c'est qui va le faire? Parce qu'on n'a pas le temps. Mais maintenant, j'ai l'occasion de le faire. Et au cours des 3, 4 derniers mois, on a accompli plein de ces projets. Et j'ai pu travailler 3, 4 jours cette semaine pendant que les enfants étaient en congé, au lieu de 7 jours à la semaine. Et là, on revient à cette connexion de ces pratiques de gestion et la rentabilité. Bon, c'est pas seulement la rentabilité, hein. Peut-être c'est pas une chose qui est mesurable comme la rentabilité, mais les autres choses se sont ressenties. Et vous savez, quand les choses se portent bien. Par exemple, quand on est avec les enfants, on prend des congés et ensuite on est surpris de voir que c'est possible tout ça. Oui, l'autre élément, c'est que maintenant je peux faire preuve de créativité. Parce que c'est difficile de faire preuve de créativité quand vous êtes dans les tranchées. Et vous savez que vous n'allez jamais avoir assez de temps. Alors, vous avez maintenant l'option de vous asseoir pendant des minutes et de penser à quelque chose pour être créatif. Et ça va nous rendre plus rentables. Ça va être donc une meilleure place et améliorer les affaires parce que j'ai tout simplement le temps d'être créatif. Dans un tourbillon en plus, hein? Oui, c'est bien ça, dans un tourbillon. En tout cas, c'est formidable. Alors, on est à l'heure là, alors on n'a plus de temps, mais je voulais juste voir s'il y a d'autres remarques de clôture avant qu'on vous remercie. Alors, mes remarques de clôture. Bon, voilà un exemple parfait de ce que nous essayons de créer en tant que gestionnaire d'affaires avec tout ce concept de gestion stratégique. Alors, je suis reconnaissant envers vous pour pouvoir qu'on a pu mettre Stacy en vedette. Je dis, voilà, je réussis sans ou c'est impossible.
et c'est difficile d'avoir ce genre d'échange. Et voici, nous avons une productrice qui a parlé, qui dit, voilà, on fait telle chose, on va continuer à le faire. Oui, écoutez, il y a tellement de ressources qui existent. Et puis, le programme de Larry est extraordinaire. Le programme de leadership est extraordinaire. Et il y a aussi des personnes dans votre communauté qui réussissent, alors parlez-leur. Nous, on l'a fait dans notre communauté. Et puis, tout le monde est ravi de raconter son histoire et de vous encourager. Alors, écoutez, trouvez les ressources, parlez aux gens qui réussissent. Merci beaucoup. Et merci de la part de Anna qui nous dit merci d'avoir partagé votre point de vue. Et c'était vraiment formidable et très informatif. Alors, merci, j'applaudis. Merci, Larry et Stacy. Et on a aussi votre information, toutes vos coordonnées. Alors, c'est accessible et vous pourrez écouter la présentation plus tard. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez maintenant rester pour l'AGA. Alors, nous allons passer à cet aspect administratif de notre réunion qui est l'AGA. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au revoir.